Salut à toi, Hakim. Salut Taliciennes et Taliciens, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo. Alors, comme on le voit, de nouvelles conditions de tournage. Thalès avance. Alors, un sujet qu'on voulait aborder qui est un sujet très important, notamment celui d'un décret qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui instaure une base de données nommée SNGI. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors vous savez, il est de tradition dans le syndicat Thales, lorsqu'on se bat, on ne raconte pas sa vie. On est toujours dans l'action. C'était l'année dernière, le 24 mai, donc il y a un décret qui est sorti sur ce décret-là, donc le décret de 24 mai, c'était une caisse de sécurité sociale et notamment une caisse de retraite qui voulait se constituer une grosse base de données pour lequel il y a toutes nos données personnelles. Et nous avons senti ce texte-là un peu liberticide. Pourquoi liberticide? Parce que dans son article premier, dans son alinéa 5, il est dit que ces bases de données permettent de constituer et comment dirais-je, consultation et la communication entre les organismes de protection sociale obligatoires ainsi que les mutuelles, unions et fédérations relevant du Code de la mutualité, les entreprises ou sociétés d'assurance régies par le Code des assurances et les instituts de prévoyance régis par le Code de la sécurité sociale. Nous avons estimé que ce texte est très liberticide et est en violation de certaines directives européennes. Pourquoi on l'a attaqué? Parce que dans ce texte-là, il est mentionné qu'il y aura tous nos coordonnées personnelles. Nom, prénom, âge, date de naissance, si un de nos membres de la famille est décédé, enfin des données qui sont strictement confidentielles et personnelles. Et le pire de ce décret-là, c'est qu'on n'a même pas le droit de s'y opposer. Donc, cela veut dire qu'on n'est même plus maître de nos données personnelles. C'est un organisme privé, la sécurité sociale, qui va se constituer, et notamment la retraite, qui va se constituer une base de données sans notre accord et qui pourra les transmettre à toutes les entreprises privées, comme je vous l'ai dit dans son article 5, alinéa 5, pardon, les mutuelles, les sociétés de prévoyance et d'assurance. Donc, on s'est dit, pourquoi il se constitue une base de données qui s'appelle le SNGI, comme tu l'as dit. Ouais, ouais, justement, par rapport à cette base de données-là, ce SNGI, est-ce qu'il y a des dangers par rapport à cette base de données et à cette constitution des bases de données? Bah oui, les premiers dangers, c'est que nos données personnelles seront transmises à des entreprises privées. Et on n'a pas le droit de s'y opposer. Et en plus, cela ne concerne pas que les Français, mais cela aussi concerne les personnes qui sont nées à l'étranger et qui transitent en France. Donc nous avons attaqué ce décret-là au motif que si elles doivent se constituer des bases de données, dans ces cas-là, ces bases de données aussi, comment dirais-je, dans ces cas-là, il faut aussi, si vous voulez, ouvrir à la concurrence ces organismes privés. Car le pire de ça, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et donc, on est toujours dans le même, comment dirais-je, dans le même scénario depuis toujours. La France ne souhaite pas ouvrir à la concurrence, sachant qu'elle est déficitaire. C'est un scénario bien connu, notamment avec le RSI. On est encore dans le même système avec la création d'une GIE et qui est donc forcément privée et qui remet en cause encore le sacro-saint principe qu'on cherche à garder en France et qui est totalement biaisé, qui est celui de la solidarité. Tout à fait. Alors, justement, lorsque moi, ça m'a interpellé ce décret-là, je me suis dit, mais pourquoi il se constitue une base de données? Alors, nous avons vu dans les, comment dirais dans les dernières aventures, nous avons vu qu'en fin de compte, l'État français
se constitue d'abord par des textes législatifs, se constitue d'abord un texte pour constituer une base de données. Ni vu ni connu, 24 mai, 2 mois pour s'y opposer, mai, juin, juillet, les gens sont en vacances. Tout est programmé. Une fois que la base de données est constituée, on ne peut plus l'attaquer. Bon. Et on s'est dit pourquoi ils font ça. Alors, nous avons pu constater que le 8 octobre, bingo, un groupement d'intérêt économique va se constituer. Donc, on a attaqué aussi cet arrêté-là. On a attaqué cet arrêté-là parce que nous avons estimé qu'il y aura une transformation des caisses de sécurité sociale qui vont se constituer en union de retraite pour les caisses de retraite. Et du coup, la France va dire nous sommes en conformité avec les pays européens. Mais ce qu'elle a oublié de dire et de faire, c'est d'abord d'ouvrir à la concurrence le marché. Et je vais en revenir dans la prochaine vidéo, enfin dans la suite de la vidéo, pardon. L'ouverture des marchés est obligatoire car nous pouvons constater un déficit chronique des caisses de sécurité sociale. Le problème qui va se poser par rapport à ça, le problème qui se pose, c'est que tout simplement, c'est toujours la même chose. Base de données, groupement d'intérêt économique où toutes les caisses se sont réunies pour pouvoir, en groupement d'intérêt économique, pour pouvoir s'accaparer le marché. En disant, mais si, ils sont en concurrence entre elles, et donc du coup, ça devient une caisse de retraite, union des retraites. Mais dans cette union de retraite, il y a toutes les caisses CAVP, CIPAV, URSSAF, toutes les caisses collectrices. Et donc, on a fait encore un petit travail d'investigation et un de nos membres nous a confirmé que, en fin de compte, comme tu l'as dit au tout début, Dani, c'est que au tout début, tu nous as dit que le synchro-saint, dans les plaidoiries des caisses, il se cache derrière au nom de la solidarité. Bon. Et on a creusé sur cette prétendue solidarité, sachant que la Cour des comptes n'approuve pas les comptes de la caisse. On a creusé et on a, si vous voulez, trouvé quelque chose qui nous interpelle. Alors, tout le monde le sait, les caisses de sécurité sociale, ce sont des organismes collecteurs. Et ces organismes collecteurs transfèrent l'argent à l'ACOSS, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et par la suite, nous avons pu constater que l'ACOSS, c'est elle qui gère notre argent, et grâce à la confirmation d'un de nos membres, on va le surnommer le cardiologue de Nice, eh bien, il nous a confirmé, on avait des documents, on a à peu près plus de 4500 documents qu'on a traités, et on nous a confirmé qu'en fin de compte, l'ACOSS spécule en bourse, sur les marchés financiers. Attends, tu es en train de nous dire là que les caisses collecteurs donnent à l'ACOSS et l'ACOSS, la cotisation des entrepreneurs, l'agence centrale de tous les entrepreneurs français. L'ACOSS donne ça à des fonds qui spéculent avec cet argent. Tout à fait. Des fonds comme JP Morgan, et comme d'autres d'ailleurs. Hein. Donc cela veut dire tout simplement, c'est que l'ACOSS, elle fluctue en bourse, dans les marchés financiers, comme une entreprise privée, sans notre accord. Et comment se fait la distribution? Donc, on nous parle de solidarité, nous avons posé au Conseil d'État, donc on a saisi le Conseil d'État pour ça. Nous l'avons saisi 3 fois. La première fois, la question a été écartée, la question préjudicielle.
il nous reste 2 fois. Nous avons saisi 2 autres fois le Conseil d'État. Donc, on attend la réplique de la ministre de la Sécurité sociale et de la Solidarité. D'accord? Solidarité à géométrie variable, on va dire ça comme ça. Et la première question qu'on a posée, c'était, je vais vous la lire, un régime légal de sécurité sociale qui n'est plus financé par les seules cotisations de ses affiliés et qui se finance essentiellement par des emprunts sur les marchés privés et par des investissements spéculatifs sur les marchés financiers, tout en connaissant un déséquilibre financier considérable, correspond-il toujours au regard des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux critères jurisprudentiels qui permettent de le classer comme, parmi les activités publiques d'intérêt général? Ou peut-il être considéré, malgré les dispositions de la loi nationale applicable en la matière, comme une activité économique, tout en précisant que ce régime légal de sécurité sociale ne répond plus sur le seul principe de solidarité et correspond à la définition du régime professionnel de sécurité sociale au regard du droit de l'Union européenne. Cela veut dire que nous avons pu constater que les fonds spéculatifs, donc l'argent notre argent, qui est pris par la cause et qui est investi dans les investissements spéculatifs sur les marchés financiers, rapporte plus que tous les membres tous les adhésions des cotisations. Ça veut dire quoi? On dit que, et c'est là où on a mis un doigt sur quelque chose qui nous paraît vraiment très suspicieux. Nous prenons un exemple, après, où nous sommes, admettons, 6 millions d'adhérents. Sur ces 6 millions d'adhérents, nous fixons une moyenne de 15 000 euros de cotisation par an. Une moyenne sur les 6 millions. Ça nous fait à peu près 9 exposants 12. Donc à peu près dans les 900 milliards. Or, nous avons des documents qui attestent qu'en principe, la COS investit 666 milliards. On passe de millions en milliards, là. Exactement. Et donc, à partir de là, nous pouvons constater que l'argent qui fluctue en bourse, qui est spéculé en bourse, rapporte plus que l'argent, comment dirais-je, des cotisations. Donc là, on a un rapport qui est très simple. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Merci Hakim, merci pour ces infos et ces exclusivités. Merci bien, et je vous dis à très bientôt. Talésienne et Talésien. N'oubliez pas de partager. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce pour nous soutenir et pour la partager pour la connaissance des uns et des autres. Merci à toi Hakim. Merci.